maintenant, on passe à notre deuxième section, c'est les coûts de financement. Alors, pour calculer les coûts de la dette, on commence par la dette. Donc, on va commencer par les crédits bancaires. Donc, le coût de l'emprunt représenté par le taux d'intérêt va être déterminé en fonction de l'offre et de la demande des crédits. Donc, ça, normalement, c'est lorsqu'on s'adresse à la banque pour demander un crédit ou dans un marché de concurrence pure et parfaite, normalement, ce coût va être négocié. C'est comme le prix à payer pour acheter quelque chose. Donc, dans ce cas, c'est la monnaie. Donc, on s'adresse à la banque pour demander un crédit. Donc, automatiquement, la banque va demander un taux d'intérêt comme contrepartie de ce qu'il va vous donner sur plusieurs périodes. C'est le coût. Alors, pour le taux d'intérêt ou le coût d'emprunt, le taux d'intérêt représente le coût d'emprunt dans les conditions normales. Mais le coût réel de l'emprunt, va être calculé par le coût actuariel de l'emprunt, qui est le taux d'actualisation, qui, comme on a vu, qui égalise la valeur actuelle des annuités au montant du capital emprunté et initialement encaissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on demande à la banque un crédit, bien sûr, elle va demander un taux d'intérêt bien précis et le paiement sera échelonné sur plusieurs années. Donc, on a vu dans la partie actualisation, dans l'introduction de ce cours, que l'actualisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en considération la valeur temps. D'accord? Donc, c'est le même principe que nous allons utiliser ici. C'est-à-dire, lorsque la banque va vous donner, elle accepte de vous donner un crédit aujourd'hui, elle cherche à actualiser, c'est-à-dire à prendre en considération la valeur temps de l'argent sur le nombre d'années du crédit. Et ainsi de suite. Donc, le coût réel, ce n'est pas normalement le taux d'intérêt sur lequel vous êtes mis d'accord avec la banque, mais il y a un autre coût qu'on appelle le coût actuariel de l'emprunt. Et c'est le but de ce cours, c'est comment on va calculer ce coût actuariel de l'emprunt en tenant compte de la valeur temps. Bien sûr, on va utiliser les moyens d'actualisation qu'on a déjà eu. Donc, c'est un coût explicite calculé généralement après impôt, après impôt compte tenu de la déductibilité fiscale induite. Donc, ici encore, un autre élément va entrer dans le calcul du coût. C'est l'impôt. Généralement, donc, lorsqu'on fait le calcul, on considère que l'impôt, c'est une charge qui va être retranchée des flux générés par l'entreprise. On voit qu'à la fin, résultat avant impôt, on retranche aussi l'impôt et on trouve le résultat. D'accord? Donc, cette opération d'impôt, elle a une influence sur le taux actuariel le coût actuariel de l'emprunt. Et on va voir quelle est cette influence et cette incidence sur le coût actuariel de l'emprunt. Donc, on passe maintenant comment on va le calculer mathématiquement. Donc, mathématiquement, le taux actuariel net de l'emprunt est calculé à partir de la formule suivante. D'accord? Donc, on va voir ME, donc on a ME représente le montant de l'emprunt encaissé. Le montant de l'emprunt encaissé, j'ai encaissé par exemple 10 000 dirhams, d'accord, 100 000 dirhams comme emprunt. Donc, c'est ME, le montant de l'emprunt encaissé. Elle est égale à sigma de I égale à 1 jusqu'à N. D'accord? Donc, c'est la période du crédit. Donc, de I égale à 1 la première année jusqu'à, par exemple, 5e année ou 10e année, ça dépend bien sûr. Sigma de KI plus, donc KI, qu'est-ce qu'elle représente? Les créances amorties de l'emprunt. Les créances amorties de l'emprunt, ce que la société va payer chaque fin de période. Chaque fin de période, les KI.
D'accord? Chaque fin, c'est une créance amortie dans l'emprunt. Chaque fin de période, combien il va payer? Plus I. Donc, I, c'est quoi? La charge d'intérêt de la période. Donc, ici encore, elle est égale, le frais financier, elle est égale le taux d'intérêt d'emprunt TT multiplié par le capital respondu. Donc, les frais financiers qu'on a appelé la charge d'intérêt pour la période I. Et facteur de 1 moins TS, ici TS c'est le taux d'imposition, donc il va prendre en considération l'impôt de cette formule et on divise le tout par 1 plus TE, le taux actuariel net de l'emprunt ou on appelle aussi le coût de la dette recherchée. Donc c'est TE à la puissance I et I bien sûr le nombre d'années. Donc vous voyez que c'est une formule un peu compliquée, mais du tout, et on cherche le TE dans cette formule. D'accord? C'est le taux de TE qu'on cherche dans sa formule, combien le TE vaut, c'est-à-dire que voilà, c'est le taux, le coût de la dette recherché, c'est le TE. Donc après simplification, on va trouver que ME est égal à sigma de I de 1 jusqu'à N, RI, dans ce cas, RI c'est le remboursement, c'est égal à KI plus EI, d'accord, c'est la formule ici, RI, n'est autre que, voilà, on fait I multiplié par II multiplié par 1, moins I multiplié par TS, et KI multiplié KI plus et I, c'est RI, d'accord? C'est le remboursement de la période, c'est-à-dire principal plus les intérêts. On représente RI, donc parfois on trouve ces valeurs. De toute façon, la formule est un peu compliquée et on va voir comment on va calculer cette formule concrètement et pratiquement. D'accord? Donc, après le développement de certains calculs, la formule devient plus simple, mais on vous montre ici tout simplement le principe de l'actualisation, c'est-à-dire les formules qu'on a vues ici, c'est la formule en général des annuités que l'on paye chaque année, donc on avait déjà vu dans la partie introductive de ce cours. Alors, toujours après donc, les crédits bancaires, d'une façon générale, et après simplification, donc tout un ensemble de calculs avec le développement, et après donc le taux actuariel net d'endettement est donné par la formule, par la relation suivante. Donc, généralement, donc, même si on a vu le principe sur lequel se base le calcul du taux actuariel d'emprunt, mais en fin de compte, la formule générale, ou plutôt le taux actuariel d'endettement, le TE, elle est égale à TT multiplié par 1 moins TS, et T, c'est le taux d'intérêt de l'emprunt, et TS, c'est le taux d'imposition. D'accord? Donc, elle dépend tout simplement du taux d'intérêt et du taux d'imposition. Même si on a fait l'actualisation sur une période, sur la période, donc en fin de compte, on trouve que la formule simplifiée du crédit bancaire, elle est égale à sa formule qui est un peu simplifiée, donc TE elle est égale à TT multiplié par 1 moins TS. On va prendre un exemple. Donc, on considère un emprunt d'un montant de 800 000 dirhams, remboursable en 8 périodes, au taux d'intérêt de 10%. Le premier remboursement est effectué à la fin de la période. Le taux de l'IS est égal à 30%. Le remboursement est effectué par amortissement unique, c'est-à-dire à la fin de la période, c'est-à-dire on vous demande de calculer le taux actuariel net de l'emprunt. Donc, pour arriver à calculer donc, ce taux, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, bien sûr, en utilisant la formule de l'actualisation, donc on va faire ressortir tout d'abord dans notre énoncé les éléments clés de cet exemple. Donc, le ME, le montant de l'emprunt encaissé, c'est 800 000. Le TE, c'est le taux actuariel net de l'emprunt que l'on cherche, c'est le taux recherché. RI, c'est le remboursement de la période. D'accord? Donc, on a amortissement impact. Donc, elle est égale à 800 000 à la fin de la période. Et
c'est la charge d'intérêt. Donc, il est égal à 10% multiplié par 800 000. Elle est égale à 80 000. Donc, pour les économies d'impôt qu'on a déjà dit, donc elle est égale à I multiplié par 1 moins TS, elle est égale à 80 000 multiplié par 1 moins le taux d'impôt, 30%, elle est égale à 56. Donc, si je remplace dans la formule de base, donc ME, elle est égale à sigma de I égale à 1 jusqu'à 8 ans, puisqu'on a dit 8 ans, et la formule elle est là, et je remplace. Donc, le RI, on a dit qu'elle est égale à 80, elle est égale à 80 000 plus 56. Donc 80 000, c'est la charge d'intérêt, c'est un RI. RI pour chaque période, donc elle est égale, on rembourse jusqu'à la fin de la période, la dernière période, d'accord? Et on a plus 56 000 et 1 plus TE. Donc toujours, on a le taux recherché ici. Donc, on fait le calcul. Donc, 800 000, elle est égale sigma de I égale à 1 jusqu'à 8. Ici, c'est 136 000 sur 1 plus TE à la puissance I. Donc, à la fin, de toute façon, j'ai fait ce calcul tout simplement pour vous montrer la complexité de faire le calcul en se basant sur la méthode classique du calcul, c'est-à-dire la formule classique du calcul. Donc, en fin de compte, on trouve que la relation qui existe entre cette formule devient 5,882 est égale à 1 moins, entre parenthèses, 1 moins TE à la puissance moins 8 sur TE. Et avant, on calcule cette partie en se référant à la table financière. Et après vérification dans la table financière, j'ai trouvé que le TE était sensiblement égal à 7%, parce que dans la table financière, on ne trouve pas exactement donc, les valeurs d'une façon exacte. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il est égal à 7%, mais si je fais la formule simple, donc on a TE est égal à TT multiplié par 1 moins TS, je remplace dans cette formule et je trouve qu'il est égal à 7%. Donc le coût de la dette pour cet exemple, elle est égale à 7%. Remboursement de crédit, l'amortissement unique in fine. Donc, ici, je vais parler donc des types de remboursement des crédits parce qu'on aura besoin de ces informations. Donc, on a, comme vous avez déjà vu, on a trois modes de remboursement. Le remboursement in fine par amortissement unique, le remboursement dégressif et le remboursement constant. Donc, c'est presque comme l'amortissement des immobilisations. Mais on va voir les spécificités de chaque mode de financement et on va voir est-ce que vraiment le mode de remboursement va influencer le taux actuariel de la dette. Donc, tout d'abord, pour l'amortissement unique in fine, donc c'est un type d'emprunt dans lequel l'emprunteur ne verse que les intérêts au cours de chaque fin de période et à la fin du contrat, elle rembourse le capital, le principal du capital, plus les intérêts de la dernière période. Donc, le capital est généralement accumulé grâce à des fonds, ce qu'on appelle capitalisation, et qui portent le nom de fonds d'amortissement. Donc, ce mode de financement, ce mode d'amortissement consiste à rembourser durant, par exemple, les 8 ans, dans notre exemple ici, les 8 ans, durant les premières 7 ans, donc l'entreprise ne paye que les frais financiers. C'est à la fin qu'il va payer les frais financiers de la dernière année, plus le montant du crédit tout entier. D'accord? Ça, c'est le mode de financement unique ou ce qu'on appelle in-fine. Pour le mode d'amortissement dégressif, donc dans notre cas, ici, les annuités de remboursement sont constantes. Donc, on fait référence dégressive, c'est-à-dire le capital qui va, les remboursements du capital qui sont dégressifs. Mais l'amortissement, le paiement de l'annuité, elle est plutôt de l'annuité qui est composée des intérêts plus
la part du capital, elle est constante. Donc l'amortissement dégressif consiste à payer la même somme globale à la fin de chaque période au service de la dette. Cette somme est composée des versements des intérêts, d'accord, qui est plus les remboursements d'une part dégressive du capital. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le remboursement dégressif, c'est-à-dire je rembourse une part dégressive du capital. Donc l'annuité totale, elle est égale à l'amortissement plus les intérêts, et elle est constante, mais le capital restant dû est décroissant. Le remboursement par amortissement constant, et si dans ce cas les annuités de remboursement sont dégressives, donc il faut faire attention, j'ai mis ça entre parenthèses pour ne pas s'entromper. Donc pour la méthode d'amortissement constant, l'emprunteur paye les intérêts de la période courante ainsi qu'une partie constante du capital. Donc la partie du capital qui est constante. Donc on fait référence amortissement constant au paiement d'une partie constante du capital à la fin de chaque période. En conséquence, l'annuité d'intérêt décroît d'une année à une autre et par suite l'annuité totale sera toujours égale à amortissement plus intérêt. Et elle comporte un élément constant, c'est le capital, et un élément décroissant, c'est les intérêts. Donc, on va voir les tableaux d'amortissement. Notre exemple, on considère un emprunt d'un montant de 500 000 dirhams, remboursable en 8 périodes, au taux d'intérêt de 10%. Le premier remboursement est effectué à la fin de la première période. Donc, on vous demande de présenter le tableau d'amortissement par les 3 modes de remboursement possibles. Donc, je fais le premier mode de remboursement, le tableau d'amortissement par amortissement unique, c'est-à-dire à la fin de la période infinie. Donc, on a les périodes, donc 1, 2, 3, 4, donc c'est sur 8 ans. Donc, le remboursement se fait sur 8 ans. Donc, on a l'annuité de remboursement RI, elle est égale à I plus KI. Donc, toujours, ici, qu'est-ce qu'il rembourse? Il rembourse tout simplement l'intérêt. C'est la partie intérêt. Pour la partie créance amortie, c'est-à-dire la partie du capital, elle ne paie rien du tout. C'est toujours 0, 0, 0, 0. Donc, les intérêts est égal au montant restant dû, c'est-à-dire 500 000, multiplié par le taux d'intérêt, donc elle est égale à 50 000 pour chaque année. Et à la fin de la dernière année, il va payer la totalité du montant. Donc voilà, donc créance amortie, c'est 500 000 plus le montant d'intérêt. Donc il va payer 550 000 à la fin de la période. Donc ici, l'inconvénient de cette méthode, c'est que les charges d'intérêt sont élevées. D'accord? La charge d'intérêt que l'emprunteur va payer, c'est un peu élevé. On va voir les autres. Donc, on rappelle ici, c'est 400 000, mais pour les autres, donc, il va payer moins d'intérêt. Donc, l'avantage, c'est que cette méthode suscite des prélèvements les plus faibles au début du processus d'amortissement. Alors, ce mode d'amortissement, il est favorable, surtout pour les entreprises qui vient d'être créé. Donc, ou les entreprises qui ont un besoin de fonds de roulement élevé. Donc, dans ce cas, ils ne vont pas rembourser le capital. Donc, le capital va rester au sein de l'entreprise et ils peuvent l'utiliser durant toute cette période, du 1 jusqu'au 7e année. Donc, ils vont utiliser ce montant pour fructifier leur activité. Ils ne paient que tout simplement les 50 000. Et dans ce cas, bien sûr, pour bénéficier de ce bien, donc vous devez payer plus. Donc, vous allez payer presque 400 000, c'est presque le double du montant emprunté. 400 000 et on a ici 500 000. Mais il permet à l'entreprise d'avoir des fonds pour travailler ou pour les utiliser si jamais le taux de rentabilité interne de cette entreprise elle est élevé au taux d'intérêt utilisé. Mais si jamais le taux de rentabilité elle est égal ou faible par rapport au taux de rentabilité, donc il vaut mieux que l'entreprise utilise un autre mode de financement. Deuxième mode d'amortissement, c'est l'amortissement constant.
donc l'amortissement constant, on va avoir la créance amortie, donc voilà. Donc on prend le capital initial, 500 000, on le divise par le nombre d'années, on le place ici. Donc 62 500, donc on divise 500 000 par 8, il donne 62 500 et elle est placée durant toutes les 8 ans. Donc je paye chaque année une part égale qui est égale à 62 500, voilà. Et je continue à faire le calcul pour voir l'annuité de remboursement. Donc la première année, j'ai 500 000 et je dois payer la charge d'intérêt est égale à 50 000. Deuxième année, j'ai payé dans mon capital 62 000, donc je dois prélever 62 000 de 500 000, donc il nous reste tout simplement 437 500 comme montant du capital restant dû, et je dois payer des intérêts seulement sur ce montant. Donc je multiplie ce montant par le taux d'intérêt et il me donne les frais financiers que je dois payer, et par suite, je fais la somme de cette valeur plus cette valeur pour voir l'annuité que je dois rembourser, et je continue le calcul de la même façon. Donc voilà, on voit que l'annuité de remboursement, elle est décroissante, elle est dégressive, elle est décroissante, d'accord? Mais le capital amorti, il est constant, et c'est la raison pour laquelle on a parlé d'un amortissement par constant. Et à la fin, bien sûr, on arrive au paiement de la totalité de notre capital, et voilà, ça devient nul, et par suite, l'entreprise a remboursé la dette. Et vous voyez ici que le montant des frais financiers total, elle est égale à 225 000, donc elle est encore très inférieure par rapport à l'autre. L'autre, on a dit pour l'amortissement, c'est 400 000, mais ici, c'est tout simplement 225 000, c'est presque la moitié de ce que vous allez payer. Pourquoi cela? Parce que vous payez chaque fin de période, vous payez une partie du capital. Donc, vous n'empruntez pas 500 000 durant toutes les 8 ans. Vous empruntez 500 000 la première année, mais la deuxième année, vous avez tout simplement 437 et ainsi de suite. C'est-à-dire à la fin de la septième année, vous avez tout simplement 62 500 que vous avez emprunté. Donc, vous n'avez pas payé les frais financiers sur 500 000, comme dans le premier cas. Donc, ce mode de financement, c'est aussi intéressant pour les entreprises ou pour les entreprises qui ont un besoin, qui ont un fonds de roulement un fonds de roulement positif. Donc, les entreprises qui ont un fonds de roulement positif, eh bien, donc, ils peuvent recourir à ce mode de financement pour réduire la charge des frais financiers et payer, tout simplement, payer les frais sur le montant du capital qu'elle utilise. On passe au troisième mode. C'est le mode de... Donc, voilà, donc j'ai déjà parlé de ça. Donc, pour le troisième mode, c'est le mode d'amortissement dégressif. C'est-à-dire, on paie des annuités constantes. Et dans ce cas, on utilise la formule suivante. L'annuité constante, elle est égale au montant de remboursement. Elle est calculée de la formule suivante. Donc, R, l'annuité constante, elle est égale à C0, le capital, le montant initial du prêt, multiplié par I. Donc, multiplié par 1, I, c'est 1 plus T à la puissance moins I. Donc, c'est ça. On a combien? Donc, au remboursement, donc, elle est égale à multiplié par I, 1 moins 1 plus T à la puissance moins 1. Donc, TI, c'est TT, c'est le taux d'intérêt, et 1, c'est la durée, et C0, c'est le montant initial du prix. Donc, voilà, je continue. Donc, pour faire tout ça, donc, on calcule l'annuité RI. RI, il est égal, calculé par la formule, on trouve qu'il est égal à 73 000. Donc, l'annuité de remboursement, elle est constante. Chaque année, je paye le même montant, mais pour la créance amortie en capital, elle est, donc, vous voyez qu'elle est croissante, donc elle est variable. Donc, on commence 85 000 et ainsi de suite. Je paye
je paye une part du capital, donc de la totalité du capital. Et pour calculer tout ça, donc on commence par le calcul de RI, d'accord? Et on calcule le montant d'intérêt, il est égal à 500 000 de capital initial multiplié par le taux d'intérêt, et je fais la différence entre RI moins I pour trouver la créance amortie. Et une fois que je trouve cette créance amortie, je la retranche de 500 000 pour trouver cette valeur. Et je recommence de la même façon. La même façon, RI est constante, elle est égale à 93 722,01. Je calcule le capital restant dû multiplié par le taux d'intérêt, il me donne cette valeur. Je retranche cette valeur de RI et je trouve le capital restant dû. Donc, encore, je le retranche, je retrouve la créance amortie et je le retranche du capital restant dû pour trouver encore la valeur de nouveau capital que je dois payer. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, et je trouve encore que le total des frais financiers est égal à 249. C'est aussi faible par rapport à l'amortissement unique, mais il est un peu élevé par rapport à l'amortissement constant. Pourquoi? Parce que dans l'amortissement constant, je commence à payer à 62 000 dès la première année et je continue à payer la même somme durant toute la période. Mais ici, donc, on commence par 43, 48, 52. Donc, automatiquement, le montant de la créance amortie commence à croître au fur et à mesure. Alors, aussi, ici, pour ce mode de remboursement, généralement, il est utilisé par la banque pour les fonctionnaires. Ce n'est pas les entreprises, parce que le revenu des fonctionnaires, c'est un revenu constant. Par exemple, disons, nous, en tant que professeurs, notre salaire, elle est fixe, par exemple, il est fixé à un montant bien défini. Donc, il est préférable de savoir que chaque année, je vais retirer une partie de votre salaire bien définie pour ne pas être perturbé avec le changement des valeurs, etc. Donc, c'est le mode de financement que généralement les banques exigent pour les salariés d'une façon générale. Pour les banques, donc les banques peuvent négocier les autres modes de financement, ça dépend bien sûr de leur situation. Alors, donc voilà, donc la méthode d'amortissement dégressif entraîne un prélèvement régulier, donc on a déjà parlé de ça. On passe maintenant au crédit bail. Donc, pour le crédit bail, donc, le coût réel du crédit bail correspond au coût actuel net. C'est toujours la même formule, c'est-à-dire on va chercher à actualiser les encaissements et les décaissements nets, bien sûr, des économies, en tenant compte des économies d'impôts, des loyers, d'accord, des loyers payés par l'entreprise. Et on essaie de réintégrer les pertes d'économie d'impôt ici de l'interdiction d'amortir le bien puisqu'il n'appartient pas à la propriété de l'investisseur. Ici, qu'est-ce que tout cela ça veut dire? Lorsqu'on fait un financement par crédit bail, le bien ne devient pas la propriété de l'entreprise. C'est une location tout simplement. Et dans ce cas, donc l'entreprise ne peut pas amortir ce bien. Et par suite, il perd une partie des charges, qu'il peut bénéficier ou qu'il peut réduire, ça va réduire le montant de l'impôt payé. D'accord? C'est la raison pour laquelle on fait des redressements ou le reclassement du crédit bail lorsqu'on fait une analyse financière pour tenir compte de la réalité. D'accord? Donc, dans ce cas, mais comptablement, cette opération n'est pas possible. Dans la comptabilité, lorsqu'on fait un financement par crédit bail, on doit écrire dans la comptabilité ces paiements de loyer comme si vous avez fait louer un appartement ou une voiture. Donc, c'est la même chose. Donc, dans ce cas, l'amortissement va perdre les charges liées à l'amortissement de ce bien. C'est ce point. Donc, lorsqu'on va faire l'actualisation,
on doit tenir compte de cette information. Donc, on va réintégrer les pertes d'économie d'impôt issues de l'interdiction d'amortir le bien, puisqu'il n'appartient pas à la propriété de l'entreprise. Alors, pour faire ça, donc, encore la formule devient plus compliquée. D'accord? On voit ici, donc, mathématiquement, pour tenir compte de ça, donc on a presque la même formule d'actualisation que l'on va utiliser, mais il faut tenir compte de ces éléments. Donc, on a MB. MB, c'est la valeur d'achat de l'immobilisation. Voilà, c'est MB, la valeur d'achat de l'immobilisation. Et bien sûr, on va faire sigma des flux de I égale à 1 jusqu'à N de ces valeurs. Alors, on a LI, le loyer de la période I, c'est-à-dire le loyer payé à chaque fin de période. Multiplié par 1 moins TS, c'est 1 moins TS, c'est l'économie d'impôt, comme on a vu dans le cas de la dette. C'est la même chose, 1 moins TS. Mais ici, donc, plus AI fois TS. Donc, AI fois TS, ce sont les amortissements perdus correspondant à la période. Donc, ce sont des amortissements, comme on a dit, en tenant compte de l'impôt, c'est AI multiplié par TS parce que, normalement, on doit tenir compte de cette perte qui est créée lorsqu'on n'a pas amorti le bien. Et TB, c'est le coût actuariel recherché, c'est le coût du crédit bail, le coût actuariel du crédit bail, c'est le montant que l'on doit, plutôt le taux que l'on doit chercher. Et ici, c'est MA. MA, c'est le montant à payer pour bénéficier de l'option d'achat parce qu'à la fin de la période, on a dit que pour bénéficier du bien, donc vous payez soit la dernière mensualité ou généralement on peut avoir ce qu'on appelle le montant à payer pour bénéficier de l'option d'achat. C'est-à-dire pour bénéficier de l'option d'achat, vous devez payer un montant bien précis. C'est à la fin de la période, c'est MA, j'ai noté MA ici. Donc lui aussi, on doit l'actualiser avec le même taux d'actualisation, c'est à la dernière période. Donc ça, c'est pour la formule, pour calculer le crédit bail. On va prendre un exemple, toujours, c'est un peu compliqué, donc c'est la même chose, mais c'est nécessaire de faire cet exemple. Donc, on va prendre une entreprise réalisant une opération de crédit bail portant sur un bien d'une valeur de 150 000. Le contrat prévoit le paiement de 5 loyers annuels de 43 000. Le premier loyer payable un an après la mise à disposition de biens. Calculer le coût net de cette opération compte tenu d'un taux de l'IS égal à 30%. Donc, on va chercher le coût actuariel du crédit bail en tenant compte de l'impôt. Donc, voilà la formule que l'on va utiliser. MB, elle est là. Donc, je écris MB est égal à 150 000. D'accord, c'est 150 000. Loyer impayé, c'est 34 000. Donc, on a ces 34 000 multiplié par 1 moins TS. Donc, 1 moins 30%, c'est 0,30 est égal à 0,7. 34 000 multiplié par 0,7 plus AI multiplié par TS. AI, c'est 30 000 multiplié par 0,3. AI, c'est l'amortissement de ce bien. Si on va l'amortir sur le nombre de périodes, on a 6 et 5. Donc, 150 000 divisé par 5, elle est égale à 30 000. Donc, normalement, on doit l'amortir 30 000, amortissement constant. Donc, 30 000 multiplié par 0,3 sur 1 plus TB à la puissance I. Donc, je n'ai pas ajouté le 1BA parce qu'on n'a pas une prime pour le montant à payer pour bénéficier de l'option d'achat, elle est égale à 0. Donc, on n'a pas spécifié que l'entreprise doit payer le montant de l'option d'achat. Donc, c'est 0. Donc, je continue, il est égal à sigma. Je fais les calculs, etc. Et je trouve que
4,573 elle est égale à 1 moins 1 facteur 1 moins, entre parenthèses, 1 moins TB à la puissance moins 5 sur TB. Et bien sûr, à la fin, je fais le calcul en se basant sur la table financière. Je ne sais pas si vous connaissez maintenant l'utilisation de la table financière parce que c'était avant, lorsqu'on arrive à ces situations, on utilise la table financière et on trouve que le TB est sensiblement égal à 3 pour 100.